CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. L'actualité est dense cette semaine comme chaque semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui peuvent être des points de bascule. Et on va parler de la justice, Philippe de Villiers, pour commencer cette émission. Elle a été marquée par une actualité judiciaire très riche cette semaine qui a concerné plusieurs responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. 7 ans de prison requis à son encontre. La semaine prochaine, d'ailleurs, on connaîtra, dans une autre affaire, celle des assistants parlementaires du RN, la décision et l'avenir politique de Marine Le Pen. Et je vous propose que l'on écoute l'avocat de Nicolas Sarkozy, l'un des avocats, Maître Ingrain, qui était l'invité de CNews il y a quelques instants. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une véritable détestation, une vraie détestation qui se sent dans le vocabulaire, qui se sent dans le ton, dans la volonté, dans les petites blagues à l'audience, dans les bons mots pour faire rire la salle au détriment de Nicolas Sarkozy. On en a eu plusieurs. Autant de choses qui normalement n'ont pas leur place dans une salle d'audience. On joue pas, on n'est pas au théâtre, c'est pas un show, et c'est pourtant ce qu'on a eu. C'est vraiment la volonté de l'humilier. C'est très fort et les raisons, malheureusement, je les connais pas. Ce qui s'est passé et l'objectif et la façon dont ça s'est déroulé, ça j'en suis témoin, c'est vraiment pour l'humilier. Geoffroy Lejeune. Philippe, pour vous, la justice, c'est très important. Quand vous étiez en politique, vous avez même été un peu parfois un lanceur d'alerte sur des affaires judiciaires. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de notre justice ? Merci de me poser cette question, Geoffroy. On a eu en quelques jours, là, et on va avoir lundi, des décisions judiciaires qui ont une portée symbolique inouïe et qui sont de l'ordre du tremblement de terre par rapport à l'idée même de souveraineté du peuple, puisque les juges jugent au nom du peuple. La première décision judiciaire concerne Éric Zemmour. Il était chez Apolline de Malherbe et il a parlé de Crépol. Et il a dit, c'est une expédition punitive, avec des couteaux, une délinquance de conquête territoriale, et il a dit, et c'était un acte de racisme anti-blanc. Une fois qu'il a dit ça, un certain David Guiraud est allé déposer une plainte auprès du parquet, qui a évidemment accueilli la plainte. Le parquet, c'est quand même le garde des Sceaux. C'est qui le garde des Sceaux? Et qu'a donné suite. Il a eu un procès et il est condamné à 9 000 € ou la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Première leçon, première décision, première leçon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole publique en France est porteuse de danger. Vous pouvez, quand vous avez une parole publique sur le forum, revêtir le statut du délinquant. La parole publique, si elle se heurte au narratif officiel, le fameux narratif officiel sur Crépol et sur le reste, si elle contredit le narratif officiel, elle peut maintenant vous conduire en prison. C'est ça la leçon de la décision concernant Éric Zemmour. En d'autres termes, il n'y a plus de débat possible. Tout le monde a peur, quoi. Et d'ailleurs, moi-même, c'est un miracle. Je ne sais pas ce qui se passe. Toucher du bois. Oui. Mais pour l'instant, tout va bien. Je dis aux juges, messieurs, madame les juges, vous n'êtes pas obligés le vendredi soir, quand vous prenez à l'apéro, d'écouter Elliot Deval et Geoffroy. Ah non, c'est vous qu'on écoute. Nous, on est tranquille. C'est vous qu'on écoute. Oui. Bon. Donc, c'est la tôle. Bon. Voilà. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy. Je parlais de ça à l'instant avec Georges Fenech, qui a été magistral, on le soulignait tous les deux tout à l'heure, tous les trois, hier. Aérien, cristallin, un grand magistrat. J'ai connu Georges Fenech magistrat, tout le monde disait il a une manière de porter la toge.
Et il me disait la chose suivante. Premièrement, il y a un principe pour la justice, le doute profite à l'accusé. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le doute. Et deuxièmement, ce n'est pas à l'accusé d'apporter la preuve de l'innocence, c'est à celui qui accuse d'apporter la preuve de l'accusation. La charge de la preuve, c'est à l'accusateur, donc au procureur, donc à la justice. Or là, on est dans une situation où il n'y a pas de preuve et on n'accorde pas le doute à l'accusé. C'est inouï. Ça veut dire qu'en fait, on a changé de système judiciaire. On n'est plus dans un système judiciaire avec la balance, le bandeau, l'équilibre, Thémis. C'est fini. C'est une justice idéologique. Parce que quand vous avez un procureur qui dit à un ancien président de la République qu'il a une ambition dévorante, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Donc moi, je suis outré, inquiet de voir cette décision. Parce que ça veut dire, pour tous les hommes publics, faites autre chose, les mecs. Si vous ne voulez pas terminer en lambeaux. Et perdre même l'autorité sur votre famille, parce qu'il est condamné à perdre ses droits civiques, etc. Et familiaux. Troisième décision à venir, donc elle concerne Marine Le Pen. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si la peine d'inéligibilité va être accompagnée d'une exécution provisoire. En d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas bien le droit, ça veut dire en gros que la justice va décider de son statut pour la prochaine présidentielle. Soit elle sera coupure de citron, dégagée, soit elle pourra être candidate, à condition de pouvoir faire appel. En d'autres termes, on l'a vu déjà avec François Fillon, la justice s'accorde maintenant le droit de définir, de choisir les candidats à l'élection présidentielle, surtout quand il s'agit des candidats de droite. Gênez-vous. Voilà. Leçon de tout ça. Première leçon, on avait parlé, moi il y a 30 ans, j'ai parlé de la République des juges avec Michel Debré. Il me dit, oh là là, le Conseil constitutionnel, il faut être prudent, la République des juges. Bon, et il faisait allusion à Louis XIV, à Saint-Louis, etc. La République des juges, c'est une crainte, Montesquieu, qui dit, il faut que le pouvoir soit bordé par le pouvoir, surtout le pouvoir des juges. Et Louis XIV, quand il a fait irruption dans le Parlement en 1655, a dit aux parlementaires, vous êtes là pour enregistrer les édits, vous n'êtes pas là pour les faire à ma place. Donc en fait, un juge, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Or, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, en France, c'est une autorité judiciaire, mais ils ont pris le pouvoir, donc la République des juges. Je pense à la phrase de Mitterrand, qui était prophétique, quand il a dit « Les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du Nouveau ». Ben ça y est, on y est. Mais je vais plus loin. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est revenue tout à l'heure en parlant avec le grand magistrat Georges Fenech. Je lui ai dit ceci. Un jour, alors que je me battais sur l'affaire Urbain contre la corruption des socialistes, je suis allé voir Marie-France Garot pour prendre conseil. Et elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, je vais déposer une proposition de loi pour couper le cordon entre le parquet et le pouvoir politique. Et elle m'a dit, ne faites pas ça, malheureux. Elle s'est levée, elle a bondi, elle a dit, ne faites jamais ça. Parce que le jour où vous aurez un parquet autonome, vous aurez une toupie magistrale qui tournera sur elle-même et qui n'aura qu'une seule pensée, se précipiter sur les hommes politiques pour se venger de ne pas avoir le pouvoir.
Méfiez-vous de la toge. Voilà. Et donc, voilà, on a coupé le cordon. Parce que quand il y avait le cordon, le parquet, il y avait une politique pénale. Et la politique pénale, elle dépend du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Et la vocation de l'autorité judiciaire, c'était d'appliquer les lois. Bon. Alors, qui sont les gens qui ont fait cette loi sur l'exécution provisoire? Qui sont ces imbéciles, ces incultes, députés de la nation qui ont fait le beau en expliquant qu'il fallait donner plus de pouvoir à la magistrature? Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un énorme problème aujourd'hui de formation des magistrats? Les magistrats aujourd'hui, pour 30% d'entre eux, ils dépendent du syndicat de la magistrature. Et donc, en fait, ils sont dans l'inversion victimaire. C'est la victime qui est coupable, parce que la victime, c'est la société, et c'est le délinquant qui doit être protégé. Voilà. D'où pas de prison, etc. Enfin, on est dans tout ça. Vous voyez, et donc là, aujourd'hui, je me dis, mais qui demain va faire de la politique? Parce qu'ils trouveront toujours sur n'importe qui de quoi ternir l'image de quiconque. Vous voyez, c'est une machine. Il faut toujours se méfier des juristes. Royer-Collard disait, les révolutions commencent toujours avec les juristes, ça se termine toujours sans eux. Les juristes, regardez, la révolution, c'était des juristes. Ça, vous avez vu la guillotine. Ils sont envoyés à la guillotine juridiquement. Vous voyez. Voilà. Les juristes, moi, c'est moi qui commande à mon notaire, c'est pas le notaire qui me commande. Un juriste, il doit obéir. Et on obéit aux lois, et c'est en Grèce, à Athènes, c'est la boulée qui fait les lois, même pas l'agora. Vous avez parlé du syndicat de la magistrature qui représente 30% des syndicats des magistrats syndiqués, pardon. Vous étiez sur le fameux mur des pardonnez-moi de l'expression, mais c'est comme ça que c'était appelé par le syndicat de la magistrature, le mur des cons. Oui. Et vous aviez eu finalement un échange avec ces syndicats qui... Non, jamais d'échange, Dieu merci. Et tant mieux pour moi, parce que ça a évité la diffamation. Autre sujet à présent, et vous souhaitez parler de la famille, Philippe de Villiers, à travers un ouvrage qui vous a passionné, celui d'une consoeur, d'une journaliste qui vient régulièrement chez nous, d'une collègue, Gabrielle Cluzel, qui a publié aux éditions Fayard « Yes Kids », en bon français, la colère d'une mère face au nouveau diktat de la famille. Ce livre vous a passionné. Je rappelle qu'en 2024, la natalité a atteint un niveau historiquement bas et que les lieux interdits aux enfants se multiplient. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet existentiel que de remettre la famille au cœur de notre société, Philippe de Villiers? Alors d'abord, je voudrais saluer ce livre et son auteur, Gabrielle Cluzel, parce que c'est une personne brillante, subtile, drôle en plus, et qui là a commis un livre de grande qualité et qui met les pieds dans le plat sur le thème la maternophobie. Elle a inventé ce mot-là, il est bien vu, il est bienvenu, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire surtout pas d'enfants. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux mères, c'est une certaine Corinne Mayer qui a écrit « No kids », pas d'enfants. Et donc elle explique dans ce livre comment et pourquoi il ne faut pas avoir d'enfants. Et Gabrielle Cluzel, lorsque j'ai parlé avec elle de ce livre, elle m'a dit, vous verrez, en fait, j'ai voulu reprendre la phrase de Peggy et l'adapter aux mères. C'est-à-dire, Peggy disait, les pères de famille sont les héros, les aventuriers même, des temps modernes. Et elle dit, les mères de famille sont les héroïnes des temps postmodernes. Pourquoi? Parce que en face, il y a des gens comme Corinne Mayer avec son No Kid qui explique il ne faut pas que la mère fasse des enfants pour plusieurs raisons.
Alors, il y a 3 modèles dans le monde, en fait, quand on regarde bien, si on prend de la hauteur. Il y a le modèle hongrois, politique nataliste, qui a des résultats. Ça veut dire qu'en fait, il considère que la famille est la cellule de base de la société. Oh, mon Dieu, Orban, oh là là, Orban. Vous avez vu comment, quand il est à Bruxelles, ils le mettent sur un strapontin. Maintenant, il n'est même plus assis à côté des autres. Ensuite, il y a le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est simple. Wir schaffen das, vous vous souvenez, la phrase de Merkel. Nous pouvons le faire. Allez, venez les Syriens, venez les migrants. 1 million d'un coup. Voilà. Et c'est-à-dire, en fait, on remplace les bras qui nous manquent par les immigrés. Donc, c'est substitution de population. Et puis, troisièmement, alors, il y a un autre modèle dont on ne parle jamais, c'est le Japon, c'est la robotisation qui remplace les bras manquants. Donc, il n'y a pas de problème d'enfants. On a des robots dans les usines. La France, elle a choisi le modèle allemand. Et ce qu'explique très bien la dame de No Kid, c'est Corinne Maillard, elle dit il y a 3 risques. Premier risque, le risque économique. C'est repris par un journal inénarrable qui s'appelle Le Parisien, qui a fait un titre hier incroyable sur l'affaire Émile, que je retiens, on en reparlera. Parce que des journalistes qui font ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment tous les culots des idéologues. Ouais. Et je me demande comment Bernard Arnault, qui est le propriétaire de ce journal, peut accepter tout ça. Enfin, voilà, j'attire son attention parce que je sais qu'il nous regarde tous les vendredis. Et alors là, ils ont fait un truc sur la famille et ils expliquent vous vous rendez compte, un enfant, c'est l'équivalent d'une maison. Donc, il vaut mieux s'acheter une maison qu'un enfant, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est le risque économique. Après, il y a le risque culturel. Alors là, c'est Macron qui intervient en 2018 à l'ONU. C'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est elle, Gabrielle Cluzel, qui a retrouvé cette phrase extraordinaire où il dit « Présentez-moi une seule femme éduquée et qui a 7 enfants. » Ben, je peux lui en présenter une, c'est ma femme. Emmanuel, si vous voulez, vous la connaissez d'ailleurs. Dominique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, c'est le risque culturel. C'est-à-dire qu'une femme qui a des enfants, ça veut dire que c'est quand même une nunuche, quoi, culturellement. Voilà. Et troisième risque, le risque écologique, parce qu'un enfant, c'est du CO2. Voilà. Donc, on est dans une situation qui est la suivante. C'est pire qu'un hiver démographique, c'est une ère glaciaire démographique. On est passé du baby-boom au baby-crash. Et on est, pour résumer, sans faire attention à l'avenir, sans prêter aucune attention au drame que nous vivons, nous sommes une société sans enfants. Nous sommes une société sans enfants, avec avortement constitutionnel, donc on évite d'en avoir. On prend tous les moyens pour ne pas en avoir. Ensuite, une société sans père. On voit ce que ça donne, les mineurs, les émeutes, etc. Une société sans père et sans mère, c'est parent 1, parent 2. Et bientôt une société suicidaire avec la loi sur l'euthanasie qui va arriver au mois de mai, qui est la gloire de François Bayrou. Philippe, je voudrais vous faire écouter un cri de colère d'un sportif français né en Iran avant la révolution islamique de 1979. Il s'appelle Mayar Monchipour, c'est une légende de la boxe française. Et il est contre le port du voile dans les compétitions sportives et a peu goûté les sorties médiatiques d'autres sportifs qui considéreraient que ce débat sur l'interdiction du voile dans les compétitions sportives est un débat stérile et qui viserait à s'acharner sur une religion. Écoutez Mayar Monchipour, il était l'invité de Pascal Praud cette semaine. Le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment, parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. En Iran, plusieurs sports dont la boxe sont interdits aux femmes. Il y a exactement le 13 avril 2019, j'ai organisé le combat de la première iranienne, Salah Fradem, à Royan. Ouais. Donc moi, j'ai eu un mandat d'arrêt. Ça veut dire juste parce que j'ai autorisé une femme à vivre son rêve parce qu'elle était en maillot débardeur, on m'a arrêté à l'aéroport. Parce que, laissez-moi dire cette phrase, mais ça je sais que vous le savez au plus profond, dans cette religion, dans cette idéologie, dans cette culture, le corps de la femme est un enjeu politique. Geoffroy Lejeune.
Alors, plusieurs questions, Philippe. Déjà, comment pourriez-vous définir la stratégie d'entrisme des frères musulmans? Quelles sont leurs cibles et est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour réagir? Vaste question. Je vais vous répondre, Geoffroy. En regardant cet entretien remarquable et en vous écoutant, je me dis, en fait, vous savez, la marée montante au Mont-Saint-Michel, c'est ça l'islamisation aujourd'hui. La marée montante au Mont-Saint-Michel, vous ne la voyez pas monter la mer. Et tout à coup, le rocher est devenu une île. C'est trop tard. La mer, elle est montée. Et on ne l'a pas vue. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Il y a eu, dans cette quinzaine, 2 phénomènes qui se sont croisés, qui sont porteurs de symboles. Une avancée du djihadisme d'atmosphère et un recul de la caste élitaire. L'avancée, c'est le voile. C'est un domaine test, le voile. Aujourd'hui, la caste élitaire ne reconnaît toujours pas que le voile est un marqueur de la soumission féminine et un étendard de la conquête. Le voile est la mode, Merachi. C'est une marque islamique pour des tenues amples qui soient compatibles avec les injonctions de la pudeur islamique. Au passage, il y a eu une pub incroyable, magnifique d'ailleurs, très bien faite. La tour Eiffel voilée, recouverte, ça veut dire la conquête. Et en fait, c'est l'idée d'un islamique qui fait face à la déchéance occidentale. Face à ces 2 avancées, la mode, le voile, la caste élitaire, 3 faits qui sont passés inaperçus. Premier fait, on a dit, ah ouais, le voile, tous les ministres ont expliqué, non, faut qu'on se mette d'accord. Sauf que la loi n'est toujours pas arrivée à l'Assemblée, elle n'est pas à l'agenda, elle est au Sénat. Et deuxièmement, on parle de compétition sportive, on ne parle pas de l'entraînement. Et on ne parle pas du reste du sport. Il y a un papier excellent, une fois de plus, de Mme Bergeau-Blaclair dans le Figaro aujourd'hui. Le reste du sport, c'est les vestiaires, les prières dans les vestiaires, c'est le financement des clubs amateurs, suivez mon regard, et c'est aussi, évidemment, les éducateurs radicalisés. Le football amateur est complètement gangrené par l'islamisme des frères musulmans. Deuxièmement, un truc qui est passé inaperçu, sauf sur CNews, qui remplit sa mission une fois de plus. Le tribunal administratif de Lyon a interdit cette semaine la messe de la Sainte Geneviève pour la gendarmerie à Privas, en Ardèche. Ça va faire jurisprudence, parce que la Sainte Geneviève pour les gendarmes, c'est l'équivalent de la Saint-Georges pour la cavalerie, c'est l'équivalent de la Sainte-Barbe pour les pompiers, la Saint-Éloi pour les artilleurs, etc. Donc, au nom du principe de laïcité, la laïcité, c'est un fusil à tirer dans les coins, et surtout dans les coins catholiques. Et pendant que les gendarmes sont privés de messe, on a le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui, eux, au nom de la laïcité, sont allés faire la rupture de jeûne. L'un, le Premier ministre, à Pau avec les Mahorais, et le ministre des Affaires étrangères avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Or, la rupture du jeûne, c'est par définition, vous pouvez demander à des amis musulmans, c'est une cérémonie religieuse. Donc vous voyez que la laïcité, c'est spécial. Et d'ailleurs, je vais vous dire sur la laïcité, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. En fait, alors vous faites entrer, les amis, une religion en France, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis Giscard, le recoupement familial. Bon. Vous faites entrer une religion avec des millions de croyants. Et puis, à un moment donné, vous leur dites « Oh là là, attention, laïcité, on va vous amputer votre religion de choses qui ne nous plaisent pas par rapport à la laïcité. » C'est-à-dire qu'on ressort la loi de 1905 qui a servi à éradiquer le christianisme, ça a pas mal marché, il n'en reste pas grand-chose.
Et maintenant, on ressort cette laïcité pour faire la même chose avec l'islam. On dit non, non, on ne veut pas de muezzin, on ne veut pas de minaret, on ne veut pas de halal, on ne veut pas l'abattement rituel, on ne veut pas que les femmes soient voilées. Mais ça, c'est pas possible, ça. Et pourquoi c'est pas possible? Pour une chose que je voudrais dire, peut-être pour la première fois dans cette émission, mais il faut que quelqu'un le dise. En fait, les deux civilisations arabo-musulmanes et christiano-occidentales sont difficilement miscibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un antagonisme fondamental qui vient du fait que l'islam est établi sur 3 principes. Le premier principe, c'est le djihad. Qu'est-ce que c'est le djihad? C'est pas forcément la conquête guerrière. Le djihad, c'est la conquête des âmes. Le djihad, c'est la guerre sainte. Le djihad, c'est dire à un croyant, dans l'environnement où tu es, dans la résidence où tu es, sur le territoire où tu es, tu dois en faire un territoire d'islam. Bon, voilà, il faut le savoir. C'est comme ça depuis le début. Deuxièmement, donc la France a vocation à devenir une terre d'islam. Hein? C'est clair et net. Deuxièmement, la charia. Alors c'est encore plus simple, la charia, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'ordre islamique. La charia, c'est un droit incréé, un droit révélé, donc immuable, on ne peut pas y toucher. Et ensuite, c'est un droit qui est supérieur à toute idée de distinction du temporel et du spirituel. On n'a jamais vu que la République vienne donner des ordres à Allah. C'est la loi d'Allah. La loi d'Allah est supérieure à la loi de la République. La loi islamique est supérieure à la loi républicaine. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Troisièmement, l'Oumma. L'Oumma, c'est quoi? L'Oumma, c'est la phrase d'un jour de Hassan II, il me dit les Marocains en France, l'islam est leur patrie. Commandeur des croyants. L'islam est leur patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Oumma, c'est la communauté universelle des croyants. C'est l'allégeance des allégeances. Il n'y a pas d'allégeance supérieure à l'Oumma. Il n'y a pas de nationalité supérieure à l'Oumma. La vraie nationalité pour un croyant, c'est d'être croyant, c'est-à-dire d'être soumis à l'islam. Et je faisais allusion au roi du Maroc. Il m'a dit, d'ailleurs il l'a redit sur une chaîne de télévision un an après, il m'avait dit en 1992, ça m'avait marqué, ne cherchez pas à détourner les Marocains, les miens, il disait, les miens, de leur nationalité, vous n'en ferez jamais des Français à 100%. Ça m'avait beaucoup marqué. En fait, la laïcité, les gens, les hommes politiques, le ministre de l'Intérieur récemment, je le connais bien, je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais maintenant il est dans la nouvelle logomachie pour plaire. La laïcité, la République, les valeurs de la République, ils n'ont que ça à la bouche. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça pèse face à l'islam? Mais rien du tout. Et donc, il faudra avoir le culot de dire ce que je vais vous dire maintenant. La laïcité, qui est une religion du vide, un athéisme d'État, ça ne peut pas être la réponse à l'islam, à l'islamisation. Parce que c'est un laïcisme qui se détourne de notre patrimoine, de notre mémoire vivante, de notre art de vivre. C'est simplement un code. C'est pas avec un code qu'on répond au feu sacré. Non, la seule laïcité, c'est la laïcité amoureuse de la France, de toute la France. On ne répond pas avec un régime, on répond avec une nation. Et au fond de l'amour de cette nation, il y a quelque chose qu'on veut transmettre. C'est-à-dire que, ou bien on arrive à titre individuel à transmettre le feu français, ou bien on continuera à faire grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Et à ce moment-là, on est mort. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Vous savez qu'il y avait une nouvelle réunion au sommet à l'Élysée avec 31 délégations autour de la question ukrainienne, la guerre en Ukraine, et qu'à la table de ces négociations était présente la Turquie. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Alors que la Turquie vit actuellement un soulèvement d'une partie de sa population, soulèvement inédit, jamais vu depuis 12 ans.
Mouvement déclenché par l'arrestation du maire d'Istanbul, qui est le principal rival de Recep Tayyip Erdogan. S'en suivaient des chaînes de télévision qui ont été interrompues, des journalistes qui ont été interpellés, emprisonnés, répression des manifestations, surprenante conception de l'état de droit en Turquie. Turquie qui est donc, je le rappelle, à la table de ces négociations. Et d'ailleurs, ça a été l'objet d'une question lors de la conférence de presse jeudi du président de la République. Un journaliste a dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut considérer la Turquie comme un allié fiable, en quelque sorte? Je résume cette question. Réponse d'Emmanuel Macron. Je veux ici d'abord dire que nous respectons la Turquie, qui est un grand pays qui a vocation à jouer un rôle important pour la sécurité et la stabilité de notre continent, en restant fidèle à sa propre histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours été soucieux de garder le dialogue avec Ankara, y compris pour expliquer nos différends. C'est la raison pour laquelle, et c'est souvent moi qui ai pris l'initiative, j'ai été régulièrement en contact avec le président Erdogan ces derniers mois, y compris lorsque je me suis rendu d'ailleurs à Washington le 24 février dernier pour rencontrer le président Trump et parler d'Ukraine. J'avais eu sur le chemin le président Erdogan. Et sur l'Ukraine, vous avez raison de dire que la Turquie a un rôle à jouer, c'était l'objet de la présence du vice-président, parce que la Turquie a une responsabilité singulière en mer Noire, et pour autant qu'elle le souhaite, elle peut être un acteur qui contribuera à cette paix durable. La Turquie, il ne faut pas l'oublier, a joué un rôle important pour aider à libérer les céréales et avoir des réponses très concrètes. Et son rôle en mer Noire, reconnu par les traités, et qui est une réalité, lui donne, si elle le souhaite, une responsabilité particulière pour donner des assurances de sécurité à l'Ukraine dans cet espace. Cela étant dit, et puisque j'ai parlé de l'histoire, je veux souligner que son histoire est aussi celle de son engagement européen et démocratique, au sein en particulier du Conseil de l'Europe, auquel elle a adhéré l'année de sa fondation en 1949 et avec la fin du parti unique au début des années 50. Chacun connaît les vicissitudes de ces 75 années, mais le caractère systématique des poursuites contre les figures de l'opposition, de la société civile, les atteintes à la liberté de s'informer et de rassembler, l'arrestation et la mise en détention du maire d'Istanbul constituent de manière très claire des atteintes et des agressions qu'on ne peut que regretter au nom précisément de cette histoire et au nom précisément d'une certaine idée de la Turquie et de son rapport à l'Europe. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez fait de l'opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne un de vos combats politiques, en 2005, notamment au moment du référendum sur le traité constitutionnel. Et pourtant, 20 ans après, on en est encore à parler de ça. À votre avis, comment ça va se passer et pourquoi est-ce que vous êtes opposé à cette adhésion? Oui, alors, d'abord, la Turquie est toujours, j'ai vérifié cette semaine, est toujours un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne, aux côtés de la Serbie, de la Macédoine, je crois, de l'Ukraine, évidemment. Bien sûr. Donc elle est un pays candidat. Elle n'a pas été rayée de la carte. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez retrouver la Turquie, les pays candidats. Et la preuve, c'est que elle touche deux fois. Elle touche les crédits de préadhésion, 11 milliards d'euros entre 2001 et 2023. 11 milliards d'euros. Et crédits de préadhésion, c'est pour préparer les pays candidats. Les crédits de préadhésion. Oui. On leur met l'échelle de Jacob. On leur paye les barreaux pour qu'ils puissent se hisser jusqu'à l'Union européenne, pour embrasser l'impératrice, von der Leyen. Et alors, ensuite, il y a deuxièmement d'autres crédits. Ils sont les crédits de compensation pour la gestion de l'immigration, ça s'appelle comme ça, à Bruxelles. C'est 10 milliards. Donc, en fait, on paye. Déjà, on paye. Bon. Alors maintenant, je réponds à votre question directement. Qui était derrière l'entrée de la Turquie en 2005? Qui? Premièrement, il y avait la Commission de Bruxelles qui a dit en octobre 2004, je cite, « La dynamique démographique de la Turquie permettra de compenser le vieillissement des populations européennes. » Donc, en fait, il n'y a plus d'Européens, on va faire venir des Turcs. Oui. Là, on est tranquille avec les Turcs. Ça fera des bons Européens. Ouais, on a déjà connu ça, vous allez voir après ce que je vais dire. Ensuite,
cette semaine, il y a eu un porte-parole de la Commission qui a dit « Oh là là, c'est très important de garder l'ancrage de la Turquie en Europe ». Donc, la Turquie, pour la Commission, elle est toujours aux portes de l'Europe. Elle a raison de frapper à la porte, elle va bientôt rentrer pour la Commission. Ensuite, qui a voulu faire entrer la Turquie dans l'Europe? Le cercle de la raison. Il y a une phrase de Jacques Attali qui a été reprise en boucle. C'est « Il ne faut pas que l'Europe demeure un club chrétien ». Donc si la Turquie rentre, elle ne sera plus un club chrétien, parce que ça lui donne une mauvaise réputation. Les gens qui croient que j'exagère, je les renvoie là encore sur Internet, ils vont tout retrouver. Mais plus fort que ça. Le cercle de la raison dit « C'est important parce qu'on a des problèmes d'islamisme, nous, mais la Turquie apportera l'islam modéré. » À l'époque, Erdogan, en 2005, il était considéré comme un islamisme modéré. On appelait ça un islamisme modéré. Un islamisme modéré, c'est un piranha végétarien ou un anthropophage modéré, quoi. Bon. On a découvert depuis qu'il était quand même membre éminent des Frères musulmans. Alors pourquoi... Alors il y a il n'y a pas que la Commission et le cercle de la raison, j'oublie. Il y a les Américains qui voulaient, je cite, faire coïncider le périmètre de l'Europe avec le périmètre de l'OTAN. Voilà. Alors pourquoi moi j'étais opposé? J'étais opposé parce que la Turquie n'est pas un pays européen, il ne l'a jamais été. Et je vous raconte là un instant une conversation que j'ai eue le 28 octobre 2003 avec Jacques Chirac à l'Élysée. Et il me dit, mais il s'énerve, il dit, mais que tu le veuilles ou non, Philippe, toute l'histoire de la Turquie est européenne, c'est une évidence. C'est une évidence. Ah ben pas du tout. Non. En fait, l'islam est entré en Europe par trois voies. La voie des Mongols par la Russie jusqu'en Pologne et en Lituanie. La voie des Arabes par le Maghreb et l'Europe méditerranéenne. Et la troisième voie, c'est la voie des Ottomans par la Bulgarie, la Grèce et les Balkans. En fait, quand on regarde l'histoire de la Turquie en Europe, c'est plutôt un passage en Europe qu'un passé européen. Et tout le monde s'en souvient dans les pays traversés. Les janissaires, ça leur dit quelque chose. Et en fait, il y a eu Manzikert en 1071, puis après il y a eu 1389, le Champ des Merles, le Kosovo, le cœur de la Serbie, puis après il y a eu 29 mai 1453, la prise de Constantinople, la basilique Sainte-Sophie devient une mosquée, c'en est fini de l'Empire byzantin. Et puis après, il y a eu une lente décolonisation avec Lépante, avec Vienne, 1683. Mais c'est une colonisation et une décolonisation, la Turquie en Europe. Et j'ajoute ceci, c'est qu'on voit bien en ce moment avec les imams détachés que c'est la Turquie qui a le plus d'imams détachés. Et que la Turquie est une sorte d'État dans l'État, parce que Mulus Goris, etc., tous ces mouvements des frères musulmans qui nous infiltrent, ils sont actionnés par Erdogan. Je me souviens d'une phrase d'Erdogan qu'il a dit un jour à Strasbourg. Écoutez bien, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles des mosquées sont nos casernes, et les croyants sont nos soldats. Voilà, tout le programme. C'est le moment de l'apologue, Philippe de Villiers. C'est le moment de nous raconter une histoire extraordinaire. Vous allez nous parler d'un explorateur français, un homme des mers. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a des nouvelles de Monsieur de la Pérouse, Philippe de Villiers? D'abord, je voudrais dédicacer cette apologue à une dame qui nous regarde, qui est une amie personnelle de ma femme et de moi-même, qui s'appelle Marie-France de Monty. Et elle va comprendre pourquoi, et vous aussi. Quand je dis que c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire personnelle en plus. Ah. Ouais, la grande histoire se mêle avec la petite histoire. Pour la semaine de l'anniversaire, c'est pas mal. C'est un beau cadeau. Alors écoutez bien. D'abord, il faut imaginer la scène, le brouhaha.
les vociférations, la foule qui crie « à mort, à mort !» Et puis, en aparté, un aparté de la grande histoire, un dialogue murmuré, le roi déchu, devant la lame de la guillotine, qui s'adresse à l'exécuteur et qui lui dit à voix basse « Monsieur le bourreau, a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Le bourreau est surpris, il hésite un instant, il est pressé d'en finir, et répond non, à ma connaissance, non, sire, aucune. Et puis il se reprend parce qu'il se sent surveillé. Non, aucune, citoyen Capet. Qui est donc ce monsieur de la Pérouse, si important pour que le navigateur immobile en parle lors de ces derniers instants? C'est une célébrité de l'époque. C'est un capitaine de vaisseau, connu dans toute la marine, connu dans toute la France pour ses exploits, les guerres d'Amérique, etc. Et qui est choisi pour une expédition audacieuse, une expédition scientifique, une expédition maritime, une expédition exploratoire autour du monde, qui part de la rade de Brest le 1er août 1785. On a l'astrolabe, la boussole, qui quitte la rade de Brest. Le commandant en second, choisi par l'amiral de la Pérouse, appartient à une vieille famille d'extraction chevaleresque, les Monty de Rezé. Il s'appelle Augustin. Et conformément à la tradition de la marine royale, il emporte avec lui à bord sa vaisselle armoriée. Pourquoi? Parce que la coutume, à bord, même quand on est au bout du monde, au moment du dîner des officiers, on dispose la vaisselle armoriée d'un des officiers présents. La vaisselle avec les armoiries de cet officier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit que c'est le dernier lien avec la famille, le dernier lien avec la terre, c'est l'encre de tendresse qui, en cas de naufrage, se transformera en encre de miséricorde. Alors, la flotte s'ébranle, les 2 frégates dépassent le Cap Horn, puis font halte à l'île de Pâques, et puis, un peu plus tard, elles atteignent l'Alaska, le 26 juin 1786. Pourquoi je dis le 26 juin? Parce que, comment on le sait? Parce qu'il y a les rapports, parce que M. de la Pérouse rend compte, après chaque halte, il rend compte de tout, y compris des tempêtes. Et donc, il rend compte, par exemple, devant l'Alaska, qui se trouve devant une barre de houle avec une baie magnifique qui fait moins 40 degrés. Et là, il décide, pour rendre hommage à son second, c'est rare, d'appeler la baie de Monty. C'est encore son nom. Et puis un jour, Madame de la Pérouse, à Albi, elle attend dans son château, il n'y a plus de nouvelles. La famille Monty attend au fief Milon, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles. Pendant 2 siècles, il n'y a plus de nouvelles, en fait. On mettra 2 siècles à retrouver les 2 épaves au fond de la faille de Vanikoro, au large de l'Australie. Une association qui s'appelle l'Association Salomon, dirigée par M. Conan, Alain Conan. Un jour, je me rends chez mes amis, au fief Milon. Aymar de Monty, Marie-France de Monty, amis intimes. Et je leur dis alors, on se met à parler de, parce qu'on passe devant la carte qui appartenait à Augustin de Monty.
Et il m'emmène dans la salle à manger. Là, il y a le vaisselier avec les armoiries, très ancien. Et je vois qu'il y a à la table un seul couvert. Et je lui dis, mais pourquoi il y a un seul couvert? Il dit, parce qu'on attend, c'est le couvert d'Augustin. Il y a une tradition dans la marine, c'est quand un marin n'est pas revenu, on l'attend. Et donc on met son couvert tous les matins. C'est magnifique. Je me penche sur l'assiette, il y a une fourchette à côté qui est vraiment en mauvais état, oxydée. Et la table, elle est couturée, l'assiette, elle est couturée de partout, mais on reconnaît quand même les armoiries, on voit qu'elle a souffert. Je dis, c'est l'assiette? Oui. Elle a été remontée, elle nous a été apportée. Elle a été remontée de la faille de Vanikoro en 1992. Et à côté de l'assiette et à côté de la carte, qu'est-ce que j'ai découvert? Un bout de testament que je vous lis de mémoire et qui m'a profondément touché. Lorsque vous découvrirez des objets qui m'ont appartenu, ne les considérez pas comme des vestiges, mais comme les témoignages de ces marins du bout du monde qui ont donné leur vie pour la gloire de la France. Le rêve d'un chevalier de la Royale, c'est que la mer lui fasse cortège au moment du grand départ, que la mer dresse une haie d'honneur et d'écume, une voûte de lames argentées, qui fasse cortège aux objets armoriés que nous laissons pour nous garder toujours de déchoir. Ceci est mon testament. Augustin de Monty. Vous avez parlé dans cet apologue, Philippe de Villiers, de la vaisselle. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette vaisselle? Est-ce qu'on l'a retrouvée d'ailleurs? Il y a une assiette, il y a la fourchette qui est au musée d'Albi. Et l'assiette? Et l'assiette, à votre avis? Peut-être dans un... Non pas dans un puits. Oui. Sur un puits. Sur un puits. Un puits, ça veut dire sommet. Oui, bah oui, merci. Voilà. Au puits du voilà. Fou. Oui, absolument. Oui. L'assiette, on peut la retrouver au puits du Fou. Mais je vais vous raconter une histoire qui est touchante. Quand mon ami Aymar est parti, quelques instants avant sa mort, je suis allé le voir. Et dans un dernier souffle, les larmes aux yeux, il m'a dit, tiens, il m'a donné un rouleau. Il m'a dit, ouvre le rouleau. C'est la carte d'Augustin de Monty. Elle est aussi au Puy du Fou. Et c'est la carte qu'on a pu voir au moment de votre apologue. Voilà. Cette carte qu'on voit. Voilà. Et je dis à tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, voilà, il faut que vous aimiez la France. Vous voyez, la France, c'est une romance qui embrase le roman de nos vies. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe de Villiers. Encore un joyeux anniversaire. Vous avez un cadeau pour Philippe? Un petit cadeau, bah oui, on a commencé l'émission avec le Puy du Fou. On la termine peut-être avec le Puy du Fou. Bah oui, puis on parle d'un spectacle que Philippe a écrit qui s'appelle Les Mystères de la Pérouse et qu'on peut voir au Puy du Fou. Et ça, votre cadeau, ce sera le dernier né du Puy du Fou, c'est le panache. Vous savez que je ne l'ai pas. C'est pour ça que je vous l'offre. Vous l'avez en exclusivité. Moi, je suis abonné en fait. Et c'est le magazine pour enfants, c'est magnifique honnêtement, et donc ça valait le coup d'être souligné. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Merci aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent attentivement. J'ai vu plein de messages quand je vous ai souhaité joyeux anniversaire. Mon téléphone, c'est comme ça, des messages sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez que je ne regarde pas mon téléphone lorsque nous faisons cette émission. Mais je vais regarder attentivement face à Philippe de Villiers et l'heure des pros, puisque c'est dans un instant, ce que j'ai pu recevoir. Merci encore. À la semaine prochaine, bien sûr. À tout de suite pour l'heure des pros.